François Casabianca, ancien chercheur, on l'a dit, retraité de l'INRA, ça a été souligné, ingénieur agronome de métier et rapporteur du groupe de travail sur l'autonomie alimentaire de la Corse au sein du CESEC. Un mot peut-être aussi sur le rôle du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, qui, on le sait, ne décide de rien, mais qui propose des pistes de réflexion, tenez les micros, et qui influence effectivement probablement les choix politiques de demain, François. Oui, qui essaye de les éclairer. Voilà, je dirais ça comme ça plutôt. on est plutôt, voilà, on oriente nos travaux de façon à éclairer les décisions des élus et des administrations. Alors, moi, j'ai donc la lourde charge de vous présenter un rapport qui fait environ 80 pages, qui a procédé de 2 ans de travail d'un collectif au sein du CESEC, donc une vingtaine de conseillers. Et on a procédé à une vingtaine d'auditions avec une centaine d'acteurs identifiés. Hein. Donc voilà, l'autonomie alimentaire de la Corse, c'est déjà des choses qui bougent et il y a déjà des acteurs qui sont engagés là-dedans. Hein. C'est pas que des idées. Et donc je vais essayer de vous présenter très rapidement, premièrement, un diagnostic un petit peu à la hache. Hein. On n'a pas trop le temps, hein, bien sûr. Hein. Un diagnostic initial qui part de 3 constats que nous avons faits au sein du CESEC. Premièrement, pour être vraiment un peu caricatural, la Corse attend le bateau pour se nourrir. Voilà. Nous sommes à 4% d'autofourniture. Voilà. Donc ça veut dire aussi que dans ce bateau, il arrive beaucoup de produits qui sont issus directement de l'agro-industrie. Hein, puisque ça nous connecte directement avec tout ce qui est agro-industriel. Et donc le deuxième constat, c'est que la malbouffe fait des ravages en Corse. Nous avons des taux de maladies métaboliques gigantesques qui explosent, hein, des diabètes de type 2, des obésités, etc. Je ne vais pas revenir. On a une explosion également de la précarité alimentaire. Hein. Nous avons de plus en plus de Corses qui n'arrivent plus à se nourrir correctement, les habitants de la Corse. Hein. Et puis troisième élément du diagnostic, notre agriculture et notre élevage ne nous nourrissent pas de façon générale. Voilà, on a donc plusieurs agricultures en Corse. Hein. On a une agriculture qui touche beaucoup d'aides et qui produit très peu. On a une deuxième agriculture qui marche assez bien et qui exporte très bien. Ça a été évoqué tout à l'heure. Hein. Les vins, les agrumes, voilà, c'est des points très importants. Puis on a une troisième agriculture qui est quand même tournée très fortement sur les dimensions touristiques, l'approvisionnement des gens qui nous visitent, et puis également les productions estivales, hein, bien sûr, parce que notre île reçoit 3 millions hein, de personnes dans un temps très court, donc il faut produire pas mal de choses pour eux. Et finalement, la quatrième agriculture dont on aurait besoin, celle qui va nourrir les habitants à l'année, hein, ce que nous sommes, c'est-à-dire y compris l'hiver, voilà. Eh ben, celle-là, elle tarde à monter en puissance, et en tout cas, on voit bien qu'il y a un déficit majeur. Alors, le deuxième point que je voulais dire très rapidement, c'est que le choix de travail du CESEC de travailler sur l'autonomie alimentaire, c'est une question donc d'importance sociétale. Hein, c'est une auto-saisine. Hein, le CESEC s'est auto-saisi d'une question qu'on lui posait pas. Hein. Pour dire, ben voilà, par quel bout on va attraper cette question de l'autonomie alimentaire de la Corse. Alors, je veux dire l'orientation... Qui ne touche pas que le secteur agricole, de surcroît. Bien sûr. On ne vise pas l'autarcie alimentaire. Voilà. Aucun pays, aucune région ne sont en auto-approvisionnement local complet. Ça, c'est une vue de l'esprit. Voilà. Et d'ailleurs, le caractère irréaliste de l'autarcie, ça devient un obstacle pour agir en faveur de l'autonomie, hein, puisqu'on dit c'est pas la peine de commencer puisqu'on ne va pas y arriver. Voilà. Donc pour nous, au sein du CESEC, nous avons conçu l'autonomie comme une réduction des dépendances. C'est ce que Alex Vinciguer l'a très bien dit tout à l'heure. On est bien dans cette optique de savoir comment nous pourrions remplacer une partie de ce qui vient dans le bateau pour pouvoir se nourrir. Voilà la vraie question telle qu'on l'a posée. Alors, 3 points majeurs, 3 innovations de rupture, hein, André tout à l'heure a évoqué ces questions-là. Quelles sont les catégories d'innovation? On voit 3 innovations de rupture importantes et qui sont autant de leviers pour agir sur la situation. Premièrement, il faut changer le contenu de nos assiettes. C'est-à-dire, il faut se nourrir autrement. Voilà. Mais il faut bien comprendre que ça concerne chaque citoyen.
présent en Corse. Et nous avons une boussole qui est intéressante pour nous. C'est ce qu'on appelle la diète méditerranéenne. La diète méditerranéenne, bon, vous connaissez, hein, c'est le régime crétois, c'est l'huile d'olive, c'est etc. Mais c'est essentiellement des fruits et légumes frais. Voilà, et on retombe sur ce que Louis a dit tout de suite, hein, c'est vraiment extrêmement important, bien sûr. Moins de produits animaux, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de consommation de produits animaux dans cette diète méditerranéenne, mais de meilleure qualité et en moindre quantité. Vous savez que nous mangeons entre 2 et 3 fois trop de viande à l'heure actuelle dans nos assiettes. Et puis, troisièmement, plus de protéines végétales, les légumineuses, ça a été évoqué tout à l'heure. Hein. Mais il faut savoir que dans notre diète corse et dans notre tradition culinaire, nous avons énormément de plats avec des légumineuses, en particulier les pois chiches, hein, qui sont extrêmement importants, les lupins, les haricots, etc. Donc, nous avons là un secteur extrêmement important à booster de façon à changer fortement nos assiettes, c'est une dimension extrêmement importante. Deuxième levier important, c'est comment on va remplir nos assiettes une fois qu'elles sont changées. Voilà. Quelle est la capacité que nous avons à remplir ces assiettes? Et là, nous avons besoin de stimuler, de booster une agriculture nourricière. Hein. Alors nous, au CESEC, on a identifié 2 grands leviers, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, hein, mais c'est les leviers prioritaires. Hein. C'est premièrement le maraîchage, sous toutes ses formes, hein, que ce soit les formes citoyennes, que ce soit les jardins partagés, les jardins pédagogiques, l'autoproduction, que ce soit les formes professionnelles, hein, bien sûr. On a besoin des maraîchers, on a besoin de booster de façon très forte ce secteur et l'inscrire résolument dans la transition agroécologique, ça a été dit tout à l'heure. Hein. C'est en tout cas le choix que nous proposons au CESEC. Deuxième grand levier, c'est l'autonomie fourragère des élevages. Je pense qu'on va revenir sur ces questions, hein, mais on sait aujourd'hui que les élevages en Corse, producteurs de viande et de lait, sont extrêmement dépendants du bateau, parce que dans ce bateau, il circule du foin, il circule des aliments, des céréales, des concentrés, etc. Donc nous avons là aussi un vecteur très important de progrès pour pouvoir rentrer dans une dynamique vertueuse, hein, et d'être capable de produire plus fortement le contenu de nos assiettes. Il faut savoir que tout ça, ça suppose des réserves foncières importantes. On parle du foncier de façon récurrente, mais les réserves foncières en périurbain, les ceintures vertes des villes qui sont en train d'être artificialisées de plus en plus, donc maintenir les bonnes terres en proximité des lieux de vie, et puis le périvillageois, hein, toutes les terrasses qui sont complètement abandonnées et qui s'emmaquisent et qui deviennent d'ailleurs dangereuses dès qu'il y a un incendie, on a besoin de les remettre progressivement en production. Donc là, on a vraiment un argument important en lien avec l'aménagement du territoire lui-même. Voilà. Et avec la diversification de façon générale. Donc là, après avoir parlé des assiettes qui étaient plutôt une innovation sociétale et comportementale, on a ici, à travers l'agriculture nourricière, une innovation stratégique, d'orientation stratégique importante. Mais je pense que Marie-Pierre va rebondir sur ces questions-là. Troisième levier, très rapidement, c'est en faire une grande cause territoriale, c'est-à-dire en faire quelque chose qui réunit les énergies et les volontés politiques, citoyennes, institutionnelles, pour que Mandiagorzu, pas Campameglio, devienne quelque chose d'important pour demain. Voilà. Et donc qu'on puisse répondre à un désir de manger corse. Ça, c'est quelque chose qu'on a rencontré de façon très forte. Il y a un vrai désir de manger corse aujourd'hui. Et c'est très déceptif parce qu'on a du mal à le faire et on a du mal à rencontrer une offre qui soit à la hauteur de nos désirs. Et donc là, il faut soutenir les initiatives dans les territoires pour la reconquête du marché intérieur. Et c'est Alex Vinciguer l'a évoqué très justement tout à l'heure. Il faut stimuler tout ce qui est circuit court, il faut stimuler tout ce qui est cantine scolaire, ça a été évoqué avec la loi Egalim. Il faut stimuler les projets alimentaires territoriaux. D'ailleurs, nous suggérons fortement à la collectivité de Corse de s'emparer en cogestion avec l'État de cet outil des PAT, des projets alimentaires territoriaux. Aujourd'hui, c'est un projet qui est tombé d'en haut, hein. C'est important de voir comment, localement, les gens s'en emparent
Et donc la CDC, nous le pensons, a un rôle important à jouer là-dessus. Bon, je citerai également la banque alimentaire, hein, qui est par rapport aux plus précaires. Enfin voilà, il y a un ensemble de choses qu'il faut arriver à potentialiser et il faut éduquer. Bon, l'éducation, c'est essentiel, hein. Il faut sensibiliser les citoyens. Il faut promouvoir cette offre locale et il faut mettre en réseau les acteurs de façon à ce qu'ils soient beaucoup plus efficaces. Et là, donc, on a une innovation institutionnelle majeure, identifier cette alimentation comme une priorité régionale. Et je finirai rapidement par le fait que, du coup, ce qu'on offre comme perspective de moyen terme en tant que CESEC à nos élus, c'est de changer de trajectoire. C'est-à-dire de réunir des moyens, qu'on les concentre pour devenir efficaces. Nous avons 5 thèmes, 10 préconisations dans notre rapport, hein, donc quelque chose qui ressemble à une feuille de route, hein, voilà, et donc avec des leviers à actionner. Évidemment, il va falloir articuler les différentes politiques publiques entre elles, hein, parce qu'il y a de l'aménagement du territoire, il y a de la gestion de l'eau, il y a plein de choses. Il y a la santé également qu'il faut mettre en avant, parce que si on réduit les maladies métaboliques, on va réduire les dépenses de santé, on va tous se porter mieux, hein, voilà. Donc vous voyez, il y a un ensemble de politiques publiques à rendre beaucoup plus articulées entre elles, et là-dessus, il faut un chef de file qui soit clairement désigné, et un suivi des actions sur la durée, de façon à pouvoir déverrouiller tous les obstacles que l'on a identifiés et engager des processus incrémentaux au service de ruptures réelles. Je vous remercie. Merci François. Alors une petite question peut-être corollaire, puisqu'on a parlé de ces produits corses. On a parfois le sentiment qu'on a fait le choix de proposer des produits très qualitatifs chez nous, haut de gamme, et parfois réservés à une population touristique, continentale. Comment on peut les réadresser à la population locale ? Alors, c'était la quatrième, parce que moi j'ai passé une grande partie de ma vie professionnelle à travailler sur, effectivement, ces produits identitaires, en particulier sur les produits de l'élevage, mais y compris la clémentine. Hein. La clémentine est devenue un produit identitaire aussi, puisque, voilà. Et les produits qui s'exportent ont toute leur place. Hein. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut arrêter ça, hein, bien sûr. Hein. D'ailleurs, ce sont des ambassadeurs de la Corse. Hein. Voilà. Donc, il ne faut pas se tromper de combat. C'est vraiment une nouvelle approche, je pense, à travers le caractère nourricier. Vous savez, le caractère nourricier, quand je dis les maraîchages, c'est quoi ? C'est des exploitations de moins de 3 hectares. De moins de 3 hectares. C'est des mini-fermes, hein, on est d'accord. Avec des enjeux de remontée biologique du sol, avec des sols vivants, avec une gestion de l'eau qui permet d'avoir une économie de l'eau. Et donc, c'est revoir complètement ce que nous avons en tête jusqu'à présent pour que, de façon localisée et en proximité, on puisse irriguer des bassins de vie. C'est vraiment reprendre complètement le discours à l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Hein. Alors, ça ne fera pas des appellations, ça fera pas des IGP, des AOP, tout ça, c'est ce que je suis en train de dire. Ça va remplir les assiettes, sachant que les produits d'exception peuvent répondre à des besoins de repas d'exception. Et on a peut-être aussi des confusions dans notre tête sur le repas corse. Le repas corse dans les récits de voyageurs, etc. On a souvent, les historiens ont beaucoup étudié tout ça. Évidemment, le repas festif a marqué les esprits. Et on fait comme si les Corses se mangeaient des choses qu'ils mangeaient, on va dire, dans les repas festifs. Non, les Corses ne mangeaient pas des repas festifs tous les jours. Ils mangeaient des repas festifs quand ils recevaient des gens. Et donc, ils tuaient un animal, ils faisaient des choses que, évidemment, ça n'a rien à voir avec la nourriture quotidienne. Donc, nous avons besoin de réinvestir les aliments du quotidien. Et c'est cela qui manque aujourd'hui dans l'approche de l'agriculture nourricière. Je voudrais qu'on passe la parole à Nelly Lazzarini, qui est bergère, productrice de fromage de chèvre, en qualité également de présidente de Cajo Gazan, cofondatrice de Roba Paysanne, un magasin qu'on a tout près à Corté. Et que vous inspire finalement cette construction de l'agriculture que François Casabianca appelle de ses voeux? Nelly, c'est un modèle auquel vous avez réfléchi.
Alors, moi, je suis caprade. J'ai un troupeau de 300 chèvres corses dans un petit village, à Nodjet, avec mon mari. On fait donc on a un système pastoral. Donc moi, mon leitmotiv, c'est le pastoralisme et l'agriculture paysanne. La vision que j'ai de la Corse, alors peut-être parce que je viens de l'extérieur, maintenant ça fait 25 ans que je suis là, mais je viens quand même de l'extérieur, c'est que la Corse, c'est pas une région. La Corse, c'est pas 2 départements. La Corse, c'est un ensemble de micro-régions, de petits territoires qui ont leurs spécificités et qui sont capables, à échelle humaine, de produire. Voilà. Et mon fil conducteur, ça a été toujours de faire des choses qui ont du sens et de garder... mon troupeau, moi, il n'a pas trop évolué. À part que j'ai amélioré un peu l'alimentation sur mon troupeau, mais en la raisonnant. Pourquoi ? Parce que on sait faire comme ça, on arrive à produire comme ça, on ne change pas en fonction des aides qu'on nous donne ou qu'on ne nous donne pas. On essaye de faire des choses parce qu'elles ont du sens, parce que c'est cohérent, parce que c'est traditionnel aussi. Et à un moment donné, il faut que ce soit rémunérateur. Et parce que c'est adapté aussi à la consommation, cette transparence. Alors ensuite, ça c'est l'échelle de mon troupeau, on va dire, de produire. Et donc du coup, à un moment donné, oui, quand j'arrive, je fais comme font les anciens, c'est-à-dire du broch, du cajou benaguez et c'est tout. Je crois qu'au début je faisais que ça, un peu de cajou fresco. Et puis petit à petit, le fait de se regrouper, de mutualiser les choses, de se mettre ensemble, on arrive à créer des dynamiques territoriales qui font que, déjà, de ne pas travailler seul, moi je ne travaille pas qu'avec des éleveurs caprins, c'est-à-dire même si je suis classée dans une filière caprine, moi je travaille avec les gens qui sont autour de mon territoire, et quand on tourne la tête, il y a des maraîchers, il y a des éleveurs porcins, il y a des gens qui font de la viande, il y a des éleveurs bovins, il y a des gens qui font des agrumes un peu plus loin, mais ils ne sont pas si loin que ça. Donc du coup, c'est se fédérer pour essayer de faire les choses ensemble. Alors je ne pensais pas à l'échelle de mon exploitation que je pouvais être innovante. Et puis finalement, l'innovation, c'est pas que technologique, c'est ce qu'a dit le monsieur Thor. L'innovation, elle est dans réfléchir différemment. Et le fait de ce qu'on s'est dit il y a maintenant 8 ans, c'est sur la commercialisation, comment on peut être innovant, parce que seul dans un village, moi dans mon village, il n'y a plus personne l'hiver, il n'y a personne qui s'arrête pour acheter du cabri ou un fromage ou un broch. Par contre, si je me rapproche des centres de commercialisation, comme Corté par exemple, puisque je suis dans le Vénaquais, si on se regroupe, à nous tous, on peut avoir une certaine force. Donc maintenant, Repas Paysanne, qui est le premier point de vente collectif fermier sur la Corse, qui est devenu maintenant un magasin de producteurs, c'est le premier magasin sur la Corse. Il y en a 5 maintenant. Et ça, par exemple, c'est une innovation. Plutôt que de dire, la facilité, c'est la grande surface, parce qu'il y a du volume. Moi, je veux pas faire du volume, je veux faire de la qualité, mais je veux vivre décemment aussi de mon métier. Et j'aimerais, et ça va être plus compliqué, être attractif aussi pour des jeunes. Ça va être compliqué parce que le métier, il est quand même très difficile, surtout caprade, et moyennement rémunérateur. Mais, toujours est-il que je pense qu'il ne faut pas abandonner et qu'il faut se rendre innovant et attractif pour les jeunes, parce que mais là, je parle pour toute l'agriculture en général. C'est quand même hyper vertueux. On répond aux enjeux que le monsieur a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on a un élevage pastoral, on est dans la défense de la biodiversité. On est dans le fait, comme on ne travaille pas les terrains, mais que les chèvres elles parcourent dans du maquis, sur le fait qu'on limite l'érosion. On est vertueux au niveau climatique parce que du coup, on n'arrose pas, on n'a pas forcément besoin d'eau. Les animaux ont besoin d'eau. Et là, c'est à nous de leur amener où elles le trouvent sur le pâturage. Mais donc on répond, on n'est pas consommateur trop d'eau, en tout cas pour l'élevage, un peu plus sur la transformation. On répond aussi aux environnements sociétaux, parce que du coup, c'est des familles qui vivent dans des villages, qui sont là, qui restent et qui ne s'en vont pas, et donc on limite la désertification du rural. Et le dernier, j'ai oublié, mais en gros, si vous voulez, cette agriculture-là, qui en quantité, on n'est pas comme une grosse structure OP des agrumes. On est presque inexistant pour vous, en fait. On n'est pas des grosses structures qui sommes capables d'exporter, même si on exporte un peu avec Cajou Kazan en se mutualisant. Mais par contre, individuellement, par le nombre de ces agricultures-là, on représente une vraie production, une vraie force qui est capable de nourrir la population. Donc là où je rejoins Monsieur Casabianca, c'est que cette agriculture-là, elle doit être valorisée, défendue,
il faut une réelle volonté politique pour que les villages arrêtent de se désertifier, pour qu'on garde des terres pour faire du fourrage et des céréales, non seulement des céréales pour l'élevage, mais aussi des céréales pour transformer et pour refaire des légumineuses et pour refaire peut-être ce qui était vertueux avant. Moi, je crois que la vraie innovation pour la Corse, c'est de pas forcément inventer des choses, c'est de prendre ce qui est capable de nous donner la terre et de ce qui est capable de nous donner un territoire et de le valoriser à fond. Et ce qui va être possible en plaine ne va pas forcément être possible en moyenne montagne et sera encore moins possible en haute montagne. Par contre, c'est d'ouvrir un peu les yeux, ce vrai bon sens qu'avaient les paysans avant. C'est-à-dire, faut pas les chercher ailleurs. Il faut regarder déjà autour ce qu'on est capable de faire. Et on est capable de faire énormément de choses, mais peut-être à petite échelle. Et la petite échelle fois 10, fois 100, fois 1000, c'est ça qui fait la vraie force de la Corse. Merci Nelly. Je voudrais qu'on passe immédiatement la parole à Jean-Marc Touy qui est en visio et qui est le cofondateur et président d'Agriflux. Je pense que vous aurez envie de réagir à ces propos. D'abord en nous présentant ce que vous avez imaginé en termes de réponse logistique au transport en commun de produits locaux, comment on peut optimiser et en quoi cette optimisation est-elle innovante aussi, Jean-Marc. Donc, bonjour à tous, merci de me recevoir en visio, j'aurais préféré être avec vous, mais juste une petite remarque par rapport au constat qui a été fait au début. Moi je suis issu d'un territoire un peu montagnard, semi-montagne on va dire, dans le Tarn. Je suis pas sûr qu'on soit plus autosuffisant en légumes, enfin en alimentation quotidienne, et les produits dont vous parlez, ils arrivent pas en bateau chez nous, mais c'est plutôt des files de camions. Mais voilà, enfin, il y a peut-être une particularité, mais quelque part c'est un constat aussi qui est partagé dans beaucoup de territoires, notamment les territoires ruraux. Alors, pour revenir à Agriflux, donc nous sommes partis d'un constat que dès qu'on veut parler alimentation locale, donc ça veut dire des producteurs locaux, des artisans, des transformateurs qui sont à une échelle capable d'alimenter le local, on se retrouve tous les gens qui travaillent là-dedans se retrouvent confrontés à des questions de logistique. Parce qu'en fait, on est sur ce qu'on appelle des flux égrenés, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui doivent livrer beaucoup de petits points de livraison. Et aujourd'hui, c'est un constat qui est partagé sur l'ensemble des territoires, c'est que cette logistique, elle est un frein au développement de ces circuits de production. Pour le faire simple, un maraîcher, il va passer beaucoup trop de temps à aller livrer ses magasins, pas ceux qui sont tout autour de lui, mais si peu qui sont soit un peu plus éloignés, vers une ville un peu plus importante, et donc il va passer du temps à livrer au lieu de passer du temps à produire. Donc en fait, nous avons innové. Nous sommes en train de le faire sur la région Occitanie. Nous avons innové un système de transport qui s'appuie sur à la fois une solution technologique qui permet d'aller chercher l'information de ce qu'il y a à transporter, donc être capable de se connecter assez facilement avec les agriculteurs tout simplement, ou les artisans, et puis aussi avec les outils qu'ils utilisent. Et une innovation qui permet aussi technologiquement d'apporter une solution de regroupement, de massification. Donc ça, c'est la partie innovation technologique. Mais dans notre modèle, il y a aussi une innovation organisationnelle, puisqu'en fait, on va proposer un schéma de transport à l'échelle d'un territoire. Alors, je sais pas, imaginez par exemple la Corse, où nous, c'est Midi-Pyrénées. On va proposer un schéma de transport qui va permettre à l'ensemble des petits acteurs d'avoir du transport et de faire ce transport par des gens qui sont déjà en place, des structures qui sont en place. On ne va pas réinventer des tournées de camions, de véhicules. On va juste être capable d'aller chercher chez chaque transporteur qui est présent, puisqu'il y a des camions, il y a déjà des camions qui tournent, tout ça, être capable de dire, toi, va me chercher une palette là de produits, va me chercher des colis à cet endroit-là et va les livrer chez tel ou tel magasin et clients. Ce système, en fait, il est très structurant et ça rejoint un peu ce que disait le monsieur au début, dont j'ai pas retenu le nom, pardon. En fait, la révolution un peu alimentaire, elle doit passer par des structures, elle doit passer par des projets individuels, comme disait la dame aussi, c'est-à-dire c'est des gens qui doivent porter des choses, mais il faut que ça passe par des choses structurantes. Alors il y a des questions de politique agricole, territoriale. Nous, ce qu'on vient amener, c'est une solution structurante en termes de transport et de logistique qui va rendre les choses possibles et qui va les rendre possibles à un prix cohérent avec une alimentation quotidienne. On transporte des carottes, des pommes de terre et des salades, il ne faut pas que ça coûte des cents et des mille.
Voilà un peu ce qu'est Agriflux, le transport en commun des produits locaux. Et la logique, c'est de rassembler l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire, on fait du transport aussi pour des agriculteurs, mais aussi pour des transformateurs. On fait du transport pour du bio, pour du non-bio. On fait des transports pour des cantines, pour des magasins, pour des restaurants. Et parfois des petits trajets, hein, des transports assez courts. Hein. Alors, ça peut être du court et du long. Enfin, ça reste, la vocation, c'est à l'échelle locale. Hein, c'est pas l'objectif, c'est pas de refaire les transports des circuits longs, mais effectivement, la notion de transport peut être tout aussi facilitante quand elle permet d'aller livrer les villages. Alors pas celui qui est à 2 km, mais le village un peu plus loin. Et elle est aussi structurante parce qu'elle permet d'aller trouver le bon client, peut-être à l'autre bout, enfin pas à l'autre bout de la Corse, mais à une échelle un peu plus loin, à la ville et tout ça. Et l'idée, c'est surtout d'ouvrir le chemin des possibles. Parce qu'en gros, les gens, quand ils vont se créer en vente directe pour de l'alimentation locale, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vendre là où ils peuvent livrer. Je fais ma petite tournée, je m'organise, j'essaie d'optimiser. Nous, avec notre schéma, l'idée, c'est d'aller livrer là où on a pu vendre et donc au point où il y a la consommation la plus intéressante. Je crois que Nelly Lazzarini voulait réagir. Oui, juste, je rejoins tout à fait ce que dit le monsieur, puisque dans l'innovation, grâce au soutien de l'ADEC, on a réfléchi à un système de transport aussi pour mutualiser les 5 magasins de producteurs qui existent maintenant sur le territoire. Donc il y en a 4 sur 5 qui ont adhéré à la démarche pour l'instant. On a réussi à embaucher un chauffeur-livreur. Le but, c'est que l'agriculteur passe moins de temps sur la route, parce que notre métier, c'est d'être sur l'exploitation, pas de livrer, que ça soit bénéfique aussi pour la Corse et pour le bilan carbone et de mutualiser le transport. Et donc, du coup, c'est exactement ça. On a réfléchi à comment le produit pouvait mieux circuler sur la Corse dans l'approvisionnement de ces magasins de producteurs et permettre qu'il y ait un flux plus dynamique de ces denrées, sachant qu'il y a déjà un magasin derrière, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus à la commercialisation, on réfléchit juste à l'approvisionnement. Donc là, on s'essaye sur 1 an, puisqu'on a un soutien sur 1 an, avec un chauffeur-livreur qui vient juste de commencer pour approvisionner les structures. Voilà. Alors Jean-Marc, très rapidement, parce qu'après, je voudrais qu'on fasse un tour de table, de sorte à donner la parole également à l'auditoire. Je voulais juste donner quelques chiffres pour qu'on se rende compte de ce que c'est la logistique. Sur le territoire français, national, aujourd'hui, il y a 80% des gens qui font de la vente directe, producteurs, artisans, transformateurs, 80% des gens livrent eux-mêmes. La moitié n'a jamais compté ce que ça lui coûte. Et quand ils comptent, ça leur coûte entre 20 et 30%, mais parfois ça va jusqu'à 50% du prix du produit. C'est aussi plus de temps passé sur les routes, c'est aussi moins de points de vente puisqu'on se restreint aux zones que l'on peut livrer, et c'est plus de voitures aussi sur les routes. Voilà, tout à fait. Merci Jean-Marc, on reviendra à vos côtés tout à l'heure. Nelly a parlé de quelque chose d'intéressant, c'est au-delà de la structuration de filières pures à laquelle on pense pour créer une force et une unité, Marie-Pierre Bianchini, c'est aussi regarder ce que l'on fait sur un territoire, mais regarder ce que fait son voisin qui n'est peut-être pas sur la même spéculation que soi. En qualité de directrice de l'ODARC, quelle est la politique d'appui finalement de l'Office du développement agricole rural corse sur la valorisation des produits? Je pense notamment à la route d'essence qui justement est au-delà de cette logique de filière. Oui, je vais y venir, mais c'est vrai que c'est le petit bout de la lorgnette, la route d'essence authentique. Il y a tout un travail en amont aussi qui est réalisé par l'ODARC à plusieurs niveaux et qui participe, je dirais, quelque part au changement de paradigme dont a parlé François, c'est-à-dire passer d'une agriculture de niche à une agriculture plus nourricière et donc plus productive. Donc, comment la politique agricole peut permettre qu'elle soit régionale? Alors d'abord, elle est européenne, la politique agricole, mais aussi au niveau régional. Comment nous pouvons, au niveau de l'office et donc de la collectivité, influer sur cette réorientation de l'agriculture en agriculture productive. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'à l'origine, la PAC, et depuis de nombreuses années, a réorienté la fonction productive de l'agriculture vers une fonction plus environnementaliste, plus d'aménagement de métiers des paysages. Donc, et le premier pied de la PAC aujourd'hui demeure un pilier qui est totalement déconnecté
de la production, en tout cas en grande partie. Il faut savoir que seuls 15% des crédits du premier pied de la PAC sont couplés à la production. Donc ça veut dire que tout le reste est découplé. Donc qu'on produise ou pas, on a la même aide. Donc comment nous, région, avec notre petit canif du deuxième pilier, on peut rechanger tout ça, lutter contre cette force internationale. Elle est au-delà d'être européenne, elle est mondiale. Donc comment nous, avec notre petit canif, je le dis, on peut influer. Alors, on peut influer à plusieurs niveaux. D'abord, on influe en termes d'orientation des interventions, des types de soutien qu'on peut apporter à la fois aux filières, mais également aux exploitations agricoles. Et notamment dans le cadre du PSN, du plan stratégique national dont nous allons commencer la programmation début 2024, le président de l'ODARC a souhaité réorienter un certain nombre d'interventions pour favoriser justement les petites exploitations maraîchères. J'entendais François tout à l'heure qui parlait des petites exploitations maraîchères inférieures à 3 hectares. Effectivement, par exemple, il va être proposé au président de l'exécutif de valider que les équipements sur les petites exploitations inférieures à 3 hectares en maraîchage seront financés à 80% et non pas à 40% sur les grosses. C'est un exemple d'outils qu'on peut avoir pour orienter un certain nombre d'aides. L'idée aussi, c'est de favoriser le pastoralisme et notamment la fière ovine caprine avec des taux d'intervention supérieurs par rapport aux services non productifs qui rendent aussi à la société, ou de la rénovation de châtaigneraies, par exemple. Voilà le type d'orientation que les outils financiers peuvent nous permettre d'apporter et de soutenir. Ensuite, l'ODARC aussi n'est pas qu'un acteur interventionniste, accompagnateur d'aide publique. C'est une grosse casquette, mais c'est pas la seule. L'autre casquette, c'est aussi d'être un acteur notamment de la recherche et développement en agronomie. Nous avons passé dernièrement un rapport à l'Assemblée de Corse qui a été validé à l'unanimité et qui prévoyait justement cette cette nécessité absolue, je dirais, de faire de la recherche, faire des études de la recherche, de l'expérimentation pour pouvoir améliorer nos systèmes, les rendre plus résilients au changement climatique, les rendre plus performants, les rendre aussi plus adaptés parfois au mode de consommation, puisque effectivement, produire c'est bien, mais produire et que ce soit acheté derrière, c'est mieux. Donc il faut aussi faire ce travail de communication auprès de la société pour que les habitudes alimentaires évoluent. Alors il faut aussi nous-mêmes nous remettre en question. On ne peut pas demander aujourd'hui à une famille de 3 personnes d'acheter un agneau entier, de le découper sur la table, le plateau en corian et le garder, manger de l'agneau pendant 6 jours. Voilà, il faut aussi que les producteurs, les institutions essayent de participer à répondre aux besoins de cette société qui a évolué. Mais il faut aussi rééduquer la société pour que chacun aille dans un pas vers l'autre et que tout le monde comprenne aussi qu'il y a besoin de changement de paradigme aussi dans nos modes de consommation. En fait, l'ODARC est aussi, vous l'avez cité, sur l'aval. L'aval, c'est-à-dire Astrada Design, si effectivement nous avons mis en place ce réseau qui était au départ, je dois le reconnaître, plus axé vers le tourisme, puisque c'était un réseau agritouristique, mais qui finalement répond beaucoup à des besoins que connaissent les consommateurs corses. Et très souvent, on me dit « Ah, c'est super, moi grâce à Astrada Design, c'est le site Gusti di Corsica, je sais où je vais pouvoir acheter mon fromage, etc. etc. » Très bien, tant mieux. Et c'est très important et nous continuons à le soutenir. Mais je rebondirai aussi sur ce que vous avez dit sur les restaurants. Impliquer les restaurants. Nous avons déposé, nous allons lancer là très prochainement un label pour les restaurants, le label Gusti di Corsica, qui va permettre de labelliser les restaurants corses qui jouent le jeu, les chefs qui jouent le jeu du local, du circuit court, de la qualité aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que les signifiés de qualité portent des filières et ça doit être complémentaire, ça ne peut pas être antagoniste. Il faut aussi continuer cet ancrage fort et qui nous sert de vitrine souvent au national et à l'international. Et donc, en fait, un dernier projet qui est tout récent et qu'on porte avec la Chambre d'agriculture de Haute-Corse concerne un marché d'intérêt territorial, une sorte de registre corse. Alors,
Et bien évidemment, il ne va pas falloir le transposer, dire bon, ben, il suffit de créer un espace où on regroupe tout le monde, même si, je le rappelle, la logistique est le principal frein à la commercialisation des produits, notamment des produits frais. Et en ce sens, le projet de Agriflux me semble très intéressant d'expertiser et de voir comment on pourrait l'adapter à la Corse. Mais ce marché territorial qui pourrait être donc un regroupement de l'offre à la fois physique, mais aussi virtuelle, pour pouvoir justement répondre, faciliter la commercialisation des produits, que ce soit au niveau des filières fruits et légumes, et c'est vrai que c'est l'essentiel, mais pas que. La filière viande aussi trouve souvent des problèmes. La filière bio a souvent des difficultés de commercialiser. Les restaurateurs eux-mêmes, les prescripteurs me disent souvent, ben nous, on est très contents d'adhérer à ce label. On veut, mais bon, le temps qu'on trouve toujours le producteur, qui nous assure la livraison, c'est compliqué. Donc, comment aussi faciliter cette commercialisation tout en respectant des valeurs et une agriculture corse productive. Voilà. Merci Marie-Pierre pour ce premier topo concernant l'eau d'Arc. Donc la nécessité, on l'a compris, d'innover sur différents plans en termes de communication, de production, de commercialisation, plus généralement faire évoluer notre modèle de société. En termes de logistique, on l'a compris également, et avec la problématique des transports. Et au niveau organisationnel, alors on a la chance d'avoir Elena Albertini à nos côtés, qui est responsable des relations publiques et du marketing de la coopérative Nadour. Vous êtes également productrice d'Orange, Elena, et c'est l'occasion avec vous et votre témoignage, à travers ce témoignage, d'aller voir ce qu'on fait en Italie, chez nos voisins. Alors, bonjour à tous, merci pour l'invitation et félicitations parce que c'est très très intéressant, c'est un programme très dense comme on a dit avec Graciela, merci beaucoup, mais très intéressant parce qu'il y a un peu de différence, parce que nous, on regarde toujours la France comme domaine. On copie beaucoup la France. Et en effet, notre ministère a changé de nom. Est devenu le ministère de la souveraineté alimentaire, comme vous. Donc, c'est ça. Je pense que ça, depuis ce changement, ça a marché dans ce sens. On regarde beaucoup à la souveraineté alimentaire. Et tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est la base pour partir et pour innover et transformer scontri di territorio, comme vous dites. Et seulement que le pauvre producteur doit beaucoup travailler. Il est au centre de tout. Mais on n'a pas peur. On peut le faire. Donc, récemment, une série de mutations a favorisé une croissance sans précédent sur le Made in Italy, et en particulier dans le secteur stratégique de l'agroalimentaire. Bien que le secteur soit fortement sénilisé, et on observe une tendance dynamique positive liée aux nouvelles exploitations, même si en moyenne les exploitations agricoles restent quand même fragmentées, à la fois sur le plan agricole et sur le plan industriel. Mais ça, c'est important parce qu'on dénote une forte croissance de l'industrie agroalimentaire italienne qui peut donner, qui peut faire croître toute la chaîne d'approvisionnement en reconnaissant toutes les opportunités et les utilisations comme un levier stratégique. En Sicile en particulier, parce que moi je vis en Sicile et c'est une île aussi, et des fois on ne pense pas que c'est une île parce que c'est si proche du continent, c'est seulement 40 minutes de traversée, mais c'est quand même un gros problème de logistique. Le marché de l'Europe est loin, l'Italie est très longue. Et alors, on a cherché l'étude de dynamique de proportion des changements de valeur. On a cherché de mettre au point l'authenticité, la transparence, le naturel et la sobriété. Et en passant du Made in Italy au Made in local, c'est assurer les produits en synergie avec les
territoire, c'est-à-dire que les gouvernements régionaux, le gouvernement régional, est l'interlocuteur qui pousse comme vous faites. Nous ne sommes pas organisés de la même façon. Mais ça a donné des bons résultats. On a l'histoire, on a beaucoup de tourisme pendant l'été, mais même pendant l'hiver. Donc, c'est assez facile. Une action qu'on a fait, c'est avec les produits IJP et AOP qui sont beaucoup en Italie, en France, suivi par la France et par l'Espagne. Mais un grand aide nous l'a donné McDonald's, qui a introduit beaucoup de références. On a le pomodoro di Pachino, on a les mele del Trentino, on a le speck, on a aussi les jus d'orange frais, IGP. Et ça, c'est important pour les jeunes, pour les habituer à manger et sentir la qualité. Mais d'un côté, c'est un peu... comment dire, je ne sais pas en français. En superficie, c'est du saupoudrage. Embellir, rendre plus beau, McDonald's, embellir. Mais d'autre part, c'est habituer les jeunes à manger quelque chose de qualité. Même si comme ça, mais ça commence la saveur à rester dans la bouche. Et ça, c'est intéressant. Et puis, l'autre chose que je voulais dire, c'est que pour les consommateurs, aujourd'hui, il faut communiquer aussi, à part la qualité, tout ce qu'on a dit avant, la responsabilité sociale. Parce que c'est une action conjointe avec le gouvernement. L'image de l'entreprise ne doit pas seulement se préoccuper de la vente du produit, mais aussi de se proposer comme un résolveur des problèmes. Loin de demander aux entreprises des actions miraculeuses, la proposition se réfère simplement à des conseils sur la manière d'assurer la sécurité et la santé de leurs employés, à la possibilité d'accéder à des produits à prix réduit, ou tout simplement à des informations sur les produits en ligne. Donc, la valeur sociale est mise sur le même plan du profit, peut-être en économie, je ne sais pas si c'est la même chose, mais de l'argent. Une responsabilité sociale pour un intérêt collectif. Donc, la valeur de la collectivité et avec un engagement civique qui regroupe une éthique territoriale. Helena, merci. Je voudrais que vous passiez la parole à votre voisin pour qu'on entende le point de vue donc de Mathieu Donati, metteur en marché, filière agrumiculture. Vous êtes agriculteur, Mathieu. Vous avez repris l'exploitation de vos parents en sortant d'une école de commerce et donc votre innovation a porté sur la modernisation de ce système commercial. Tout à fait. Merci d'abord de m'avoir invité. Je suis très heureux de voir aussi des jeunes dans la salle. Et j'aimerais que ce qu'on va pouvoir dire puisse aussi vous inspirer pour faire avancer et bouger les curseurs. Effectivement, je suis arrivé dans cette profession, j'ai repris le verger de mes parents. Quand on dit ça, on a l'impression que c'est un peu une fatalité. C'était en vérité une volonté. À l'époque, faire de l'agrumiculture, c'était un petit peu se lancer dans une opération de survie, quoi. Je sais pas. Tout le monde vous décourageait. Les gens qui vous aimaient bien vous disaient surtout essaye de faire autre chose. Tu as eu la chance de faire des études, ne va pas dans ce domaine. Bon, voilà. On va préciser que c'était une vision qui est révolue. C'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus Exactement, c'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, on dit le contraire, effectivement. Mais pourquoi tout a changé? Effectivement, quand on était au plus profond, dans le trou, dans la difficulté, nous avons décidé... toute la profession, ce qu'il en restait, de se réunir et on a passé un moment fabuleux où on s'est interrogé sur nous-mêmes, où on a décidé de voir quels pouvaient être les atouts, quels pouvaient être notre faire-valoir, que pouvait-on offrir au marché, aux consommateurs qui pouvaient nous sortir de l'ornière. À cette époque-là, on perdait des hectares tous les ans. Et effectivement, aucun fils d'agriculteur n'avait l'intention, il était même interdit par ses parents de se faire ce métier. Voilà. Et puis, des personnes qui sont autour de la table, je pense à Alex Vinciguer, je pense à l'époque où vous étiez le directeur de l'Audarc, je pense à Hélène Béret, à la Chambre d'agriculture.
Marie-Pierre s'en occupait, mais vous en étiez le directeur à l'époque. Jean-Paul Mancel, à l'époque aussi. On s'est tous mis autour de la table. J'oublie beaucoup d'acteurs parce que là, bien sûr, mais oui, là, il y a le fondateur de la réflexion, celui qui a organisé les débats et qui a mis du sens. Bien sûr, c'est toi. Et on a été accompagnés dans la démarche intellectuelle pour pouvoir faire changer les choses. J'insiste sur ce moment-là parce qu'il est important. Aujourd'hui, on déroule une success story, mais ça n'allait pas. Donc, on a repris le fil du dialogue, on a essayé de travailler et on a créé, on a été accompagné pour ça par les services de l'IANA aussi, et on a différencié nos pratiques pour créer une IGP, l'IGP Clémentine de Corse. C'est fondamental puisqu'on a donné des règles du jeu, des règles de production et des règles de qualité, et ça a inversé les relations qu'on pouvait avoir avec nos potentiels clients. Au lieu d'être éventuellement appelé par quelqu'un, où on était tout le temps en train de proposer nos produits, il n'y en avait pas tant que ça, mais on les donnait à des intermédiaires, on les vendait pas, on les prêtait, on les transférait sur le continent. Voilà, on les mettait dans un dépôt et puis on disait avant que ça pourrisse, pourvu que quelqu'un nous donne quelque chose. Voilà. Cette réflexion sur la qualité est fondamentale dans le changement qu'il y a pu y avoir dans cette profession. À partir de ce moment-là, on s'est mis à faire du commerce. Effectivement, j'avais fait une école de commerce, mais le mode d'emploi était trouvé. À partir du moment où il y avait une définition de ce que c'était le produit de qualité, le téléphone s'est mis à sonner. Des gens nous ont appelés en disant « Vous avez ce produit en IGP ?» Et effectivement, quand on vous appelle, on peut parler à ce moment-là de prix, on peut parler de qualité et on peut parler de survie de la filière. Et on s'est mis à stabiliser la filière à 980 hectares ou 1000 hectares. Et progressivement, eh bien, le revenu des producteurs, qui était en deçà du prix, je dirais, de revient, c'est des petites exploitations, parce qu'on dit maintenant la filière agrumes comme si c'était quelque chose qui marchait bien, mais en réalité, c'est 160 producteurs qui sont, moi j'ai 3 hectares, c'est ceux de mes parents, je n'ai pas un arbre de plus, mais je dirais, voilà, c'est des petites exploitations qui se sont regroupées à travers des organisations de producteurs et qui ont essayé, je dirais, d'avoir des synergies qui permettent tout simplement d'être cohérents sur un marché. Et les innovations, la première innovation qu'on a commencé par faire, mais je pense qu'il faut souvent commencer par là, c'est par le commerce. Et donc, on a essayé progressivement de s'installer d'abord sur le continent, d'abord à Aubagne, à Marseille, et puis maintenant sur la région de Cavaillon, qui sont des nœuds logistiques, où j'ai passé 15 ans là-bas, 15 hivers, où je partais et je téléphonais à partir des camions qui arrivaient de Bastia pour essayer de mettre une palette là, une autre là, là et là. Et le revenu a été multiplié par 4 ou 5. Il est devenu déficitaire à l'équilibre et aujourd'hui, on a la chance d'être excédentaire sur nos exploitations. La plupart des personnes sur les exploitations d'agrumes gagnent de l'argent. C'est important de le dire. Et ça ne s'est pas fait tout seul. On s'est regroupé de plus en plus et on a monté la production de 10 ou 12 000 tonnes à aujourd'hui 30-35 000 tonnes. Et on a des prévisions, parce que l'organisation économique existe dans la filière agrumes, et on a une connaissance de ce qui va se passer dans 2, 3, 5, 10 ans, puisque quand on plante, il faut 7, 8, 10 ans pour qu'on rentre en pleine production. Donc on a une vision de ce qui va arriver. On a été accompagné pour cette croissance par, bien entendu, l'ODARC, la Chambre d'agriculture et beaucoup de personnes qui ont aidé à ce qu'on puisse croître, s'organiser et mieux valoriser nos produits. On a eu une segmentation aussi de notre offre, puisqu'on a été accompagné par Laure tout à l'heure, vous avez vu son dynamisme, mais effectivement, on a pu la rencontrer il y a quelques années et on a converti, puisque c'est le terme, on a l'impression de rentrer dans une religion, mais oui, on passe 3 ans en purgatoire, où on passe d'un système du conventionnel à un système en agriculture biologique. Et aujourd'hui, dans notre organisation de producteurs, il y a 32 producteurs, il y a 27 ou 28% des surfaces qui sont engagées en agriculture biologique. Il y a eu donc un accompagnement, d'abord des aides pour pouvoir, une structure qui s'appelle, je ne veux pas parler de ma structure, mais celle-là, je vais en parler, elle est sympa, elle s'appelle Faisons Bio, Faisons du Bio. Elle a été, je dirais, à l'origine du transfert
on va dire, d'une vingtaine de producteurs en agriculture conventionnelle vers une agriculture biologique, qui est aujourd'hui encore rentable, malgré effectivement la crise, je dirais, qui existe en France, et qui existe, mais qu'il faut surmonter. Et il faudra travailler tous ensemble, effectivement, pour la surmonter. Voilà, ça c'est une première innovation, c'est de rendre par du commerce, par une proposition de nos produits, par une segmentation de la qualité, vraiment un métier de pas rentable à un métier rentable. De 900 ou 1000 hectares, on est passé aujourd'hui à 1600 hectares déjà. Voilà. Cette segmentation ensuite s'est passée en dehors de la clémentine sur du pomelo qui a obtenu une IGP et qui donc poursuit la dynamique. Mais l'innovation commerciale n'est pas suffisante. Elle est accompagnée par des innovations technologiques. Technologiques par exemple, préservation de la ressource en eau. Malgré des étés de plus en plus secs, la moitié de l'eau utilisée il y a 25 ans, aujourd'hui à l'hectare, on a divisé par 2 notre consommation d'eau, tout simplement en arrosant mieux. Et sobriété, exactement. Il y a aussi, alors juste un point sur le commerce, ce que je voulais dire, c'est qu'on a court-circuité tous les intermédiaires. On est sur des circuits courts, mais courts, ça veut dire qu'on s'adresse directement à des centrales d'achat, à des grands metteurs en marché, à des détaillants, à des personnes qui ont des regroupements de producteurs ou des magasins de producteurs, on en parlait tout à l'heure, ça devient un secteur incontournable. Et donc on s'adresse directement à des gens qui nous disent d'abord ce produit me plaît ou il ne me plaît pas. Auparavant, cette information a été diluée, elle était perdue. Quand quelque chose ne plaît pas à quelqu'un, la France est un patchwork de régions. Il y a des régions où la même clémentine, on nous dit il y a trop de feuilles. Bon, très bien, alors on enlève quelques feuilles. Et puis d'autres qui disent non, nous on voudrait plus de feuilles. Donc il faut s'adapter à chaque région, à chaque segment de marché. Ensuite, il y a des innovations en termes d'emballage. La réglementation vient de bouger il y a 2 ans avec la suppression du plastique dans les fruits et légumes. Eh bien, cette suppression du plastique a entraîné un changement technologique où des emballages qui avaient avant un film plastique sur le dessus, on a fait des emballages tout carton qui se ferment et qui ont été très compliqués à développer, je dirais, mais qui ont permis de répondre à cette réglementation. Ensuite, très récemment, on est en train d'innover avec une machine qui a... Les agrumes sont des produits donc qui se produisent en hiver, donc bien sûr, puisque là on est en plein dans la campagne. Souvent, c'est très humide, il fait chaud, et la profession a décidé de ne pas traiter ces produits après la récolte, ce qui veut dire qu'ils apportent une garantie de qualité, mais en même temps, eh bien, ils peuvent évoluer très très vite. La moindre blessure, même un coup d'ongle, un trou de pédoncule, fait souvent une pourriture dès que ça a traversé la mer. Qu'est-ce qu'on a fait? On vient de mettre en place une innovation majeure, qui est la thermothérapie et qui est tout simplement de l'eau chaude qui désinfecte le produit, qui tue les champignons, je dirais, et qui permet d'augmenter la durée de vie du produit. Une autre innovation, mais peut-être M. Valentine en parlera bien mieux que moi, mais c'est d'avoir tout ce qui n'est pas qualitatif au sens esthétique du terme, mais qui a une matière première de très haute qualité. Nous avons décidé de la valoriser dans ce que vous parlera M. Valentine. Je voudrais juste dire que, en tant que producteur, mais aussi en tant que consommateur, je suis scandalisé souvent par le fait que la clémentine de Corse, en Corse, est plus chère, souvent, que ce qu'on trouve de l'autre côté de la mer. C'est un sujet, et quand j'entends qu'il va y avoir un marché d'intérêt territorial, mais c'est vraiment la chose qu'il faut faire. Parce que j'ai une entreprise qui est à Follel et il y a un Leclerc à Follel. Il y a d'autres magasins, mais il y a un Leclerc. Et les clémentines du Leclerc que je retrouve à Follel, eh bien, elles ont pris le bateau, elles sont parties assez loin, on va dire sur le continent. Elles ont fait 2-3 jours de frigo ensuite sur le continent, et puis ensuite elles reprennent le bateau et elles vont à Follel. Le magasin est à peu près 500 mètres de chez moi. Bon. J'ai essayé de dire au chef de rayon, arrêtons la connerie. C'est débile, et ça rend le produit beaucoup plus cher et beaucoup moins frais. Mais c'est pas de sa faute uniquement, c'est que la logique d'approvisionnement fait qu'il a un coup de téléphone ou un mail à passer, et je veux ça, et il peut pas en passer un autre à quelqu'un qui est en face de chez lui parce qu'il sait pas le faire. Donc le fait qu'il y ait un marché d'intérêt territorial demain, ça va apporter de la qualité et de la fraîcheur et une amélioration des prix. Et on entend souvent
des gens qui nous interpellent en disant mais qu'est-ce que c'est ce problème? Il faut le régler et on est prêt à le régler. Il y a une seule enseigne, je le dis, c'est Casino, qui a une logique d'approche différente où on n'est pas obligé de prendre le bateau aujourd'hui. Mais il faut absolument aller vers cette façon de revoir le marché. Ensuite, je voudrais dire que l'innovation, et j'en terminerai parce que je ne veux pas monopoliser la parole, mais l'innovation, c'est aussi d'être dans un espace européen où la plupart des produits phytosanitaires qui étaient homologués il y a encore 20 ans ne le sont plus aujourd'hui, et encore moins en France, parce que la taille du marché des agréments corse est trop petite. Donc Bayer, s'il a un produit qui va régler le problème du puceron, par exemple, il ne va pas le faire homologuer en Corse parce que le marché, il y a 1500 hectares, et si c'est 1 litre hectare, ça fait 1500 litres. Il ne va pas s'emmerder à vendre 1500 litres à des gens en Corse. Du coup, vous avez dû faire face avec des innovations techniques pour répondre à ces problèmes. Et je fais le lien avec ce qui va se passer ici à Polytech. C'est que ces innovations techniques, elles ne sortent que du cerveau des personnes qui se mettent au travail. Et le fait qu'il y ait ici une école d'ingénieurs agro qui sorte sur Corté, c'est un gros plus. On a besoin, par l'innovation technologique, de parer à la carence de tout ce qui arrive et de tout ce qu'il va y avoir, de ce qu'il y a aujourd'hui et de ce qui arrive demain. Voilà, donc c'est très important. On a beaucoup poussé pour que cette école ouvre, et aujourd'hui on se félicite qu'elle puisse nous accompagner. Merci. Mathieu Donati, merci. Vous m'avez fourni une transition toute faite. On va terminer ce tour de table avec Jean De Valentini de l'atelier Corse Fruits et Légumes que vous représentez. Vous êtes en charge de l'implantation et du développement de celui-ci. Jean Do, un atelier comme un outil de développement pour la valorisation, pour la pérennisation et la diversification. Alors bonjour. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je voudrais dire par rapport à ce qu'a dit Mathieu, qu'on l'avait incité à ne pas faire de l'agriculture, c'est que moi, je viens d'une famille d'agriculteurs aussi, et très jeune, j'ai écouté autour de moi ce genre de discours, mais mon père me disait « fais quand même de l'agriculture », parce qu'il y croyait profondément à la Corse. Et je crois qu'aujourd'hui, le résultat de ce qu'on fait, c'est peut-être aussi l'avoir écouté. Alors, à partir de là, ce qui est intéressant, c'est que depuis ce matin, en vous écoutant tous, je me dis qu'on ne s'est pas trop trompé en faisant l'atelier Corse Fruits et Légumes, Mathieu. Parce que Mathieu fait partie, avec d'autres personnes ici, de l'atelier. Parce que si on pose les problèmes de l'équation, on voit que comment on doit créer de la valeur d'un point de vue sociétal et économique. La valeur au sens large. Qui rémunère le producteur, qui rémunère la terre, qui rémunère l'industrie intermédiaire. Et là, on en voit des partenaires avec qui on travaille dans la confiture, dans les bières, qui rémunère la distribution, qui en même temps fait face aux problèmes climatiques, qui aussi doit dégager de la positivité au sens environnemental, au sens de son équipe d'employés, de collaborateurs, et finalement qui doit plaire à un consommateur, donc à mener du goût, du plaisir, et qui de plus en plus a des difficultés peut-être d'acheter ou de percevoir les produits de qualité comme beaucoup plus chers. Et ce, face à des asymétries d'ordre d'économie d'échelle. On en a parlé ce matin, produire plus, mais on le voit encore là avec Agriflux et les problèmes de Nélic. Sans l'économie d'échelle, il y a des coûts qui sont incompressibles, comme la logistique, même si on est des petits producteurs. Des asymétries technologiques, où on est en carence ou pas, et technologique au sens large, pas seulement en termes d'innovation technique, et des asymétries d'ordre financier. L'accès au capital, au coût du capital, et le besoin de capitaux pour arriver à une économie d'échelle sur souvent un territoire qui est différent, petit, etc. Et quand j'écoute tout ça, je me dis que l'atelier Corse Fruits et Légumes, c'est un peu la résultante et la réponse à cette équation, où on a voulu, à partir d'une vision structurante, et on utilise beaucoup un mot à l'atelier qui est un peu peut-être pas très utilisé, mais on parle de RST, responsabilité sociétale territoriale. Comment nous, en tant qu'acteurs privés, on peut structurer, fédérer différents éléments du tissu économique local, insulaire, micro-insulaire, dans l'objectif de création de valeur. Et à partir de là, on a créé un outil qui a pour objectif, dans un premier temps,
de valoriser les fruits qui ont un aspect esthétique moins qualitatif, et ce face à souvent un consommateur qui achète que ce qui est beau et qui laisse de côté ce qui est moins beau. Donc, ramener de la valeur sur quelque chose qui coûtait de l'argent et aujourd'hui en ramène aux agriculteurs. Comment cet outil peut intervenir au sein d'une micro-région, d'un territoire, d'une filière agricole, comme un outil de pérennisation face aux problématiques climatiques. À un moment donné, qu'est-ce qu'on fait si on a de la grêle? Qu'est-ce qu'on fait si on manque d'eau? Est-ce qu'on ne peut pas donner une seconde vie, une autre vie et rapporter de la valeur sur la production agricole à travers la transformation? Une pérennisation au problème aussi de marché. À un moment donné, M. Ring disait l'offre et la demande doivent coïncider. Elle ne coïncide pas dans son slide. Il disait qu'elle ne coïncidait pas. Alors, à un moment donné, est-ce qu'un outil peut permettre de désengorger des marchés où il y a un surplus de production agricole? Un autre élément aussi de l'atelier, est-ce qu'on peut, au sein de nos territoires, amener d'autres pistes de développement? D'où la diversification marché, mais aussi la diversification filière. Est-ce que cet outil peut, et pas seulement peut, doit permettre aux jeunes agriculteurs qui veulent s'installer aujourd'hui sur le territoire corse et qu'on lui dit il y a trop de clémentines, n'en fait plus, de venir planter d'autres spéculations agricoles, agrumicoles, ou d'autres fruits, ou d'autres légumes, ou voire même d'autres productions qui ne sont pas aujourd'hui ancrées dans nos territoires, comme la production de plantes médicinales et aromatiques. Et aujourd'hui, nous, on a une boisson qu'on a développée où on a voulu inclure un autre ingrédient qui est la népide sous forme d'infusion et qui nous a permis aujourd'hui d'implanter 3 hectares de plantation de népide sur le territoire de la plaine orientale à des petits agriculteurs. Et le 4e élément de l'atelier, c'est comment, autour de tout ça, on permet, et là on va retrouver les formes d'organisation, de coopération, à un maximum de personnes de se bénéficier de cette création de valeur. Et c'est pour ça que l'atelier aujourd'hui réunit plus d'une centaine de producteurs qui sont apporteurs mais aussi associés de l'outil de production. Maintenant que les présentations sont faites, je suis sûre que vous avez des questions à poser à nos invités. Je vous en prie, faites-moi signe si également les protagonistes de cette table ronde souhaitent s'interroger les uns les autres, qu'ils n'hésitent pas à le faire. Bonjour, c'est alors Colombani Joseph, président de la Chambre d'agriculture de Haute-Corse. Alors moi, je vais poser une question. On est dans le cadre d'une réflexion sur l'autonomie politique de la Corse. Et la question, je la pose à l'Audarc, très amicalement, c'est est-ce qu'il y a en cours une réflexion pour rapprocher l'autonomie politique, et je pense que la réponse a déjà été apportée par le CESEC, par le travail du CESEC, autonomie politique de la Corse, donc on n'est pas dans la logique du continent. J'entendais monsieur qui disait l'autosuffisance alimentaire, bon c'est pas important, etc. Nous, ça peut être un enjeu politique que de maîtriser son alimentation, alors pas à 100%, parce que ça c'est uniquement dans les périodes de guerre qu'on recherche ou qu'on a une autonomie alimentaire à 100%, mais du moins une souveraineté alimentaire. Et est-ce que le travail est en cours? Est-ce que la solution, c'est pas tendre vers l'autonomie alimentaire en confortant les filières d'exportation, comme la clémentine, comme le vin, pour justement asseoir une souveraineté alimentaire, c'est-à-dire un équilibre de la balance commerciale entre les produits importés et ceux qui sont exportés? Est-ce qu'il y a cette réflexion au sein de l'Audarc? Enfin, du moins, c'est une vieille demande et la réponse, je voudrais qu'on la partage parce que, en fait, la réponse, je la connais, c'est oui, bien sûr. Mais ce que je voulais que ce soit dit... Le président a l'élégance... De vous laisser la responsabilité de le faire. Laisser le dire. Voilà. Et non, je crois que c'est important parce que les jeunes, on connaît les difficultés de la filière agricole en Corse. On les connaît, on les voit tous les jours. Il y a avec le Covid, on n'arrive plus à vendre de produits, la sécheresse, l'Ukraine, l'inflation, etc. Il y a des agricultrices qui m'appellent en disant « je ne peux plus descendre les enfants
aux activités périscolaires parce que ça coûte trop cher, etc. Et aujourd'hui, on est plus vers la désertification de l'intérieur, l'absence d'installation, parce qu'il y a aussi un problème foncier, vous connaissez, une attente spéculative sur les terrains du bord de mer, une indivision, un problème de désordre foncier dans l'intérieur. Enfin, tout ça, ça nécessite une vraie réflexion. Mais moi, je voudrais qu'on garde une image positive parce que la Corse, elle est riche. Lorsqu'on dit la Corse est la région la plus pauvre de France, non. La Corse, c'est la région où il y a plus de pauvres par nombre d'habitants que de partout ailleurs en France. Oui, mais la Corse, elle n'est pas pauvre. La Corse, elle est riche. La Corse, elle a un potentiel énorme. Et ce qui est intéressant, je pense comme message à faire passer aujourd'hui auprès de la jeunesse, c'est que dans le cadre justement de ce travail sur l'autonomie politique, où on doit se poser une réflexion sur l'avenir de ce pays, l'avenir économique, sur l'agriculture et d'autres secteurs stratégiques de la Corse, où en est cette réflexion? Et Marie-Pierre va nous répondre. Merci, Loulou Colombane. Merci, oui, effectivement, il y aura bien un projet agricole dans le projet autonomie. Hein. Et alors, même si on espère que ce sera un projet d'autonomie alimentaire, on sera plutôt sur un projet de réduction des dépendances, comme le disait François. Mais pas parce qu'on n'est pas ambitieux, mais parce qu'il faut être réaliste. Et qu'à un moment donné, pour pouvoir avancer, il faut savoir mettre pierre après pierre. Mais sans se décourager, parce que passer de 4% voilà. Mais en même temps, il faut connaître les problèmes qu'on confronte, les identifier. Et c'est pour ça que ce projet sera détaillé en thématiques, dont le foncier sera une des thématiques, mais on pourrait citer aussi le sanitaire. Le sanitaire avec aujourd'hui les problèmes de la catarrhale qui sont présents. La dernière fois, vous avez bien vu sur Corse Matin la PPA, la peste porcine africaine, qui est en Sardaigne. Donc il y a aussi le changement climatique qui vient également. Il y a la problématique de l'eau. Voilà, il y a des fondamentaux qu'il faut aussi pouvoir traiter pour pouvoir, je dirais, faire grandir ce petit canif dont je parlais tout à l'heure. Je voulais, en quelques mots, compléter peut-être de façon un peu plus politique la réponse de Marie-Pierre. L'autonomie, c'est une philosophie politique, mais c'est aussi une déclinaison très pratique de moyens dont peut bénéficier la Corse. Alors, c'est des moyens juridiques, législatifs, réglementaires. Ça, c'est important parce que ça nous permet, par exemple, de réglementer à notre échelle ou d'adapter les réglementations à notre échelle, d'adapter la réglementation française et de faire en sorte que les producteurs puissent quelquefois mieux produire, non pas en limitant la réglementation, mais en l'adaptant. Donc ça, c'est l'aspect réglementaire. Puis il y a l'aspect réglementaire au niveau européen. Vous savez, et vous le savez parfaitement, qu'on n'a pas la main sur le premier pilier de la PAC, qui est le soutien, la méthode de soutien la plus importante au niveau de l'agriculture. L'autonomie, c'est aussi demander d'avoir la maîtrise du premier pilier de la PAC. Et enfin, il y a les choix que nous devrons faire, parce que autonomie, ça ne veut pas dire qu'on sera plus riche demain. Ça ne veut pas dire qu'on sera plus riche demain. On espère qu'on sera plus riche demain. Mais dès qu'on sera autonome, on ne sera pas plus riche. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit bien d'accord sur la direction qu'on veut prendre. Et il y aura forcément des transitions à amorcer. Est-ce qu'on va continuer à soutenir des pans entiers de l'agriculture qui ne produisent pas ou qui produisent peu? Ça, c'est une véritable question. C'est une question, puisqu'aujourd'hui, on le fait. Ben aujourd'hui, on le fait. Demain, il va falloir faire ces choix-là. Aujourd'hui, on fait bien. On soutient des pans entiers de l'agriculture qui ne produisent pas. Est-ce que demain, on va continuer à le faire? Est-ce qu'on pourra le faire? Ça va être des décisions éminemment politiques qu'il faudra prendre. Et donc, l'autonomie, vous avez bien compris que pour moi et pour nous, c'est une chance extraordinaire pour la Corse, pour l'agriculture corse et pour l'industrie agroalimentaire corse, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup ce matin d'industrie agroalimentaire, mais l'industrie agroalimentaire, c'est aussi une chance pour la Corse.
Donc, évidemment, c'est des modes de gestion qui devront s'améliorer, mais c'est aussi des choix et des choix politiques à faire. Et on va être obligé d'arbitrer, de les faire et d'arbitrer. Une question ici. Bonjour, Antoine Versigne. J'ai été éleveur pendant pas mal d'années. Maintenant, je suis élu, maire d'une petite commune du rural, et j'essaye d'aménager, de développer ce territoire. Bon, la plupart des personnes qui viennent d'intervenir, on se connaît. Moi, je rejoins la philosophie de Nelly à 1000%. François, bon, ça fait 30 ans qu'on travaille surtout sur la charcuterie et toutes ces choses-là. Moi, quand je faisais tout ça, donc on partage les mêmes choses, on a envie de développer l'intérieur. Alex, ce que tu viens de dire, je suis tout à fait d'accord. À un moment, il va falloir mettre un boost quelque part. Et moi, je vais parler de l'intérieur, de la Corse rurale, du profond, des petits agriculteurs. Moi, que je vous ai tous entendus, je rêve. Parce que vous avez travaillé, vous avez réussi à faire des choses magnifiques. Nous, chez nous, et je me félicite d'une chose, j'ai entendu qu'il va y avoir une école pour des ingénieurs. Alors ça, nous en avons besoin, mais alors quelque chose de phénoménal. On peut même pas l'imaginer parce qu'on n'a pas d'ingénierie. Loulou, je regrette qu'au niveau des chambres, je parle pour la Corse du Sud, qu'on n'ait pas les techniciens qui soient capables. Je dis les choses telles qu'elles sont. Ils sont pas capables d'accompagner les agriculteurs pour s'installer. On n'est pas capable. On a de l'argent, de l'ODARC. On a perdu un appel à projet parce que on n'a pas été capable de monter ce truc pour l'aménagement des jardins. 14 hectares, on a résolu le problème foncier avec la SAFER. Donc maintenant, sur les 14 hectares, on en a 12 dont on maîtrise le foncier avec des biens 100 mètres, des parcelles que la mairie a achetées, etc., etc. Et aujourd'hui, on a toutes les peines du monde pour mettre en œuvre ces 14 hectares. Ces 14 hectares, c'est des friches. Il y a des ronces qui sont hauts comme cette pièce, qui pourront mettre le feu au village. Et l'idée, elle est partie de là. Alors moi, aujourd'hui, le fait qu'il y ait des ingénieurs agronomes qui vont être formés ici, qui vont connaître nos territoires, j'espère profondément, et moi je me battrai toujours, comme j'ai toujours fait jusqu'à présent, avec d'autres, pour essayer d'aménager ces territoires. Parce que cette Corse profonde, on a de l'eau, on a des châtaigniers, on a des terres qui sont exploitables, mais aujourd'hui elles sont à l'abandon. Aujourd'hui, pour mettre en valeur ces jardins, il faut des sommes pharaoniques. Et comment, justement, avec 80%, on a créé une ASL, parce qu'AFP, par rapport à la superficie, c'était pas intéressant. Justement, monsieur le directeur, je vous ai dit tout à l'heure que je voulais vous rencontrer, puis on viendra vous rencontrer à Ajaccio. Il faut qu'on arrive, je m'adresse aussi à Marie-Pierre, il faut qu'à travers ces projets-là, on a fait du travail, mais on n'arrive pas, par manque d'ingénierie, je dis les choses telles qu'elles sont, et je les assume, on n'arrive pas, par manque d'ingénierie, à les mettre en œuvre. Là, j'ai Aurélien qui est en train de s'installer comme GA, il veut faire du maraîchage, il veut faire des fruits rouges. On a 2 autres agriculteurs qui veulent faire des vergers traditionnels. Eh ben, on a toutes les peines du monde pour arriver à mettre en œuvre ces choses-là. Donc on a fait un travail, je dirais qu'on a fait les fondations, mais on n'arrive pas à monter le bâtiment. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous pour votre intervention. Une réaction peut-être juste avant votre question, monsieur, de Nelly et Jean Do. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est dans les choix politiques, il y a de l'agroalimentaire, il y a de l'agriculture. Il y a de l'agriculture qui produit et qui transforme, ce sont les fermiers, et il y a les agriculteurs qui produisent une matière première pour l'agroalimentaire. Dans les 2 cas, ceux qui produisent, c'est-à-dire l'agriculture, elle doit être aidée. Parce que ce qui coûte cher maintenant, c'est produire. C'est pas transformer. Donc, moi, mon discours, c'est que l'agroalimentaire, il faut se poser la question si la matière première, elle est locale. Il faut encourager la production de matières premières locales, qu'elles soient transformées par l'exploitant lui-même, par le fermier, le paysan, celui souvent qui est dans son village. Ou si on est sur une zone où on peut exploiter des plus grandes surfaces, on est capable de produire une matière première qui va ensuite être transformée ici. Mais il faut quand même se poser la question de l'origine de la matière première. Quand on parle que agroalimentaire, si on dit juste je transforme et qu'on se pose plus la question d'où elle vient la matière première, c'est ce qui se passe pour le fromage. On importe 6 millions de litres de lait en Corse, c'est énorme, énorme, énorme. Nous, comment on peut s'en sortir, puisque ce qui nous coûte cher, c'est d'avoir le troupeau et d'alimenter ce troupeau et de faire de la matière première. Donc à un moment donné, les choix, il faut qu'ils aillent sur l'agriculture. Et il y a différents types d'agriculture. Il y a l'agriculture paysanne, dans le rural,
qui est en toute petite quantité, mais en grand nombre, et l'agriculture qui va produire une matière première qui est capable de fournir une industrie agroalimentaire. Donc les choix, pour moi, à un moment donné, comme vous dites, il faut faire des choix, il faut les prioriser, et il y a une agriculture qui est beaucoup plus en danger, je le pense, c'est celle du rural, parce que vivre dans un village, c'est un acte de militantisme. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas... Nous, on a besoin de présure, de films d'emballage pour emballer le fromage, d'étiquettes, tout ça. Ça, j'ai pas ni à Corté. Je suis obligée de faire 2 heures de route. Et ce temps-là, il a un coût. Ça se répercute directement sur le coût de la production. Et pourtant, ce sont les produits presque les plus vertueux, ceux qu'on sait faire, quoi. Ceux que les Corses, en plus, recherchent. Parce qu'on est aussi dans un changement sociétal où la population, le consommateur, il veut savoir ce qu'il met dans son assiette. Il veut savoir s'il s'empoisonne, et donc il cherche du bio pour les fruits et les légumes. Il veut savoir comment c'est produit sur l'exploitation. Donc toutes ces questions-là, où il y a 30 ans, on ne nous les posait pas, là, maintenant, on nous les pose. Comment elles sont, vos chèvres? Est-ce qu'elles sont enfermées? Où est-ce qu'elles pâturent? Comment vous faites votre fromage? Toutes ces questions-là, parce que la personne, elle se nourrit, elle nourrit sa famille, elle veut savoir ce qu'elle met dans l'assiette. Donc les choix, il faut en faire. Et il faut faire les bons. Sinon, cette agriculture qui est en train de péricliter, elle va complètement disparaître. Et donc, du coup, la vie dans les villages, elle va disparaître. Déjà que c'est limite dans les villages. Mais comme la nature a horreur du vide, eh ben, le maquis, pour le territoire, il prend le dessus. Et les maisons, elles vont se combler, mais pas avec des familles qui vivent dans le rural, avec de la spéculation. Et juste, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que pour le pastoralisme, il n'a jamais été valorisé. Le pastoralisme, c'est un berger, un troupeau, un territoire, et savoir conduire son troupeau. Donc nous, il y a 30 ou 40 ou 50 ans, les bergers, ils avaient tous le savoir-faire. Il manquait un peu d'appui technique. Là, maintenant, on a de l'appui technique, mais il n'y a plus le savoir-faire. Les jeunes, ils n'ont plus le savoir-faire. Parce que, encore une fois, je pense que de subir la législation, c'est-à-dire pas se l'approprier, mais la subir en disant, voilà, vous êtes juste éleveur laitier. Toi, tu as un troupeau de chèvres, tu vas faire du lait. Au mieux, tu vas faire du fromage. On oublie que je fais des cabris, on oublie qu'on fait de l'agneau de lait, on oublie tout ça. Même s'il y a une grosse campagne depuis quelques années de valorisation de ce produit-là, mais le consommateur, il en veut presque plus. Donc à un moment donné, on nous oriente sur des productions, alors qu'un berger, il fait effectivement du lait, mais c'est pas forcément que du fromage. Ça peut être du lait matière première, ça peut être des yaourts, ça peut être il faut garder quand même l'aspect traditionnel des savoir-faire qu'on avait avant. Mais le lait, il peut avoir 1000 formes. Plus, et donc ce pastoralisme-là qui est très 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 en danger, parce que l'agriculture, elle va mal, mais alors nous, les bergers, je ne sais pas si vous regardez Facebook, les troupeaux, ils se vendent, plus personne n'en veut, c'est trop compliqué, on ne gagne plus notre vie. Il y a un vrai choix politique à faire pour appuyer sur ce pastoralisme-là, à mon avis, qui est assez urgent, voilà, et on est capable de produire. Voilà. Oui, non, juste pour compléter, répondre à la fois à Antoine et à Nelly, sur les choix, il y a des choix quand même qui avaient été faits sur l'ancienne programmation et qui perdurent sur la prochaine, qui étaient quand même que les taux de financement des fermiers n'étaient pas comparables à ceux qu'obtenaient les agroalimentaires. L'agroalimentaire industriel, c'était 20% de taux de subvention. Le fermier au VAC après, c'était 70%. Donc voilà. Et Marie-Pierre, moi je ne parlais pas l'argent de l'ODARC pour un agriculteur, il y en a. D'accord, non, mais c'était juste pour le choix à l'orientation politique, c'est-à-dire oui. que voilà. Et mais peut-être, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'Office des transports là, quand à un moment donné, on aide à l'import de la matière première, comme on est une île, c'est tout à fait vertueux d'aider à l'import de matière première quand on n'est pas capable de la produire, mais faire que le lait, la viande rentrent moins cher alors que nous, on est capable d'en produire et qu'il faudrait installer des jeunes pour qu'ils en produisent, là, il y a un gros problème sur le transport. D'accord. Oui, c'était juste pour finir ça. Et sur Antoine, c'est vrai que ce problème, on l'a bien identifié aussi, puisqu'en 2019, on a lancé un appel à projet qui, je le rappelle, prenait à 100%. 100%. Là, on parle même plus d'autofinancement. C'est-à-dire que l'ODARC intervenait sur la reconstitution de vergers anciens ou même la création de vergers autour des villages à hauteur de 100%, avec justement ce double enjeu nourricier, mais aussi de protection des villages et de valorisation. Non, pas du tout. C'était parce que nous sommes nous sommes avertis, on connaît, mais les gens ne pouvaient peut-être ne savent pas qu'il y avait ces possibilités. Moi, je voudrais juste donner une perspective à M. Versini, parce que quand on a créé l'atelier Corse fruits et légumes, je pense que c'est un vrai acte, en tout cas, d'autonomie et de recherche de la réduction de la dépendance
alimentaire avec un objectif de créer des routes agro-industrielles pour donner des perspectives non seulement aux filières qui sont déjà matures comme la clémentine, mais aussi aux nouvelles prochaines filières et peut-être celles des territoires ruraux montagneux. Et vous parliez tout à l'heure de fruits rouges, et aujourd'hui on a un acteur ici de la confiture, il sait combien de fruits rouges il consomme et il passe dans ses confitures. Je pense qu'il y a des vrais enjeux et des vraies réflexions à avoir sur la construction de la valeur autour de ces marchés. Et quand on crée l'outil, l'atelier Corse Fruits et Légumes, parce qu'on est aidé par les différents partenaires, que ce soit l'ODARC, que ce soit les différentes agences et même un partenaire comme EDF, on crée l'outil autour d'une technologie qui est le froid, justement pour permettre le développement de filières comme la vôtre sur les fruits rouges, entre autres. Je crois que Jean-Marc Touy voulait réagir et ensuite votre question. Je suis désolée, il y a tellement de compléments de réponse à apporter. Oui, je vais être très bref. Je voudrais juste préciser que j'ai l'impression à entendre, je connais pas la Corse, mais ça ressemble beaucoup du coup à ce qui se passe chez nous en termes de, je parle pas du côté ILM, mais du côté financement et difficultés pour les producteurs et tout ça. Je pense qu'il faut trouver un juste équilibre aussi entre le financement individuel des producteurs, des aires qui s'installent, des projets d'installation et tout ce qui est structurant. Un peu comme cet atelier, par exemple, de jus de fruits. Ça peut être structurant sur un schéma de logistique, ça peut être structurant sur un schéma de vente, une organisation aussi, le mine et tout ça. Dans le sens où le vrai levier, c'est, enfin, comment dire, les gens vont produire et vont pouvoir s'installer si derrière ils arrivent à vivre parce qu'il y a une structure qui permet de fonctionner, une structure générale qui permet de fonctionner correctement. Donc, c'est-à-dire pour pouvoir vendre, pour pouvoir livrer les produits et tout ça, et pas installer des gens en mode derrière produisez et débrouillez-vous. Donc, il faut trouver ce juste équilibre. C'est toujours difficile parce que c'est beaucoup de financement, mais ça me semble fondamental et je parle pas bien sûr que pour la logistique. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter. Merci. Bonjour, donc Olivier Valire, c'est Corsica Gastronomie. Nous, on est un acteur de l'agroalimentaire. Alors ça tombe bien, c'est pas forcément une question, c'est peut-être plutôt un commentaire. Déjà, j'aimais bien l'intitulé de votre journée, le monde agricole et agroalimentaire Corse. Je pense déjà peut-être qu'on pourrait raisonner toujours plus collectivement et aborder les problèmes ensemble, plutôt que d'essayer d'opposer. Je pense qu'on a les mêmes sujets. La mutation c'en est un. Comment on peut essayer d'imaginer un modèle économique pour nos enfants, hein, parce qu'on est tous des acteurs du territoire, hein, je pense. Donc, ce serait intéressant, à mon avis, qu'on soit capable de plus discuter ensemble. Alors, on a créé dans l'agroalimentaire une association, l'ARIA, qui regroupe un certain nombre d'acteurs. Je ne vais pas parler au nom de l'agroalimentaire parce que ce serait prétentieux, mais moi, je vais parler au titre de mon entreprise. Nous, on est confiturier et conserveur. Je crois que une industrie agroalimentaire, parce qu'on peut utiliser aussi le mot industrie, je ne pense pas qu'il soit forcément péjoratif. Si demain on veut une autonomie alimentaire, une autonomie politique, sans être capable de créer de la richesse, je pense qu'en Corse on peut être riche du travail qu'on fera, riche des produits qu'on aura, et riche de nos savoir-faire. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas avoir un modèle économique pérenne sans une matière première locale. C'est impensable. On est confiturier essentiellement. Nous, on vend des confitures de clémentine, de pomelo, d'agrumes, de figues, parce que c'est ce que les gens recherchent. Nous, tous les confituriers français vendent de la myrtille, de la framboise. Alors, on peut en faire, mais chez nous, c'est anecdotique. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment, aussi bien au niveau du consommateur que des producteurs, un lien direct au terroir qui est nécessaire. Donc, nous, on a besoin de matières premières. On a besoin de vous, on a besoin des agriculteurs. Sans matières premières, on n'a pas de modèle économique. Donc, je ne vois pas comment on peut être dans l'opposition. Ça me surprend un peu des fois le sujet, parce que moi, à titre perso, je cherche de l'agneau, je cherche du veau, j'ai du mal à en avoir. Aujourd'hui, je suis en train d'essayer de réfléchir à utiliser le manzo, par exemple, parce que c'est un sujet peut-être plus simple aujourd'hui, parce qu'il y a une filière sur le manzo qui n'est pas forcément exploitée. Donc, on voit bien que si on est capable d'échanger, je pense qu'on peut essayer de trouver des solutions ensemble qui seraient efficaces aussi bien pour le monde agricole que pour le monde agroalimentaire. Après, il y a le sujet très particulier du rural, parce que c'est vrai que vivre dans le rural et vivre dans la périphérie urbaine, c'est pas le même sujet aussi. Et il y a plusieurs modes d'agriculture aussi, donc il y a plusieurs sujets qui se regroupent. Mais je pense que la meilleure solution, ce serait, et la journée elle est là pour
pour l'aborder, ce serait d'en discuter ensemble avec les acteurs politiques, évidemment, entre acteurs économiques, mais en remettant bien au centre des discussions que, à mon sens, un monde agroalimentaire sans matières premières locales, il a peu d'avenir. Voilà. C'est un modèle économique qui ne sera pas pérenne. Il y aura peut-être quelques cas qu'on pourra citer, mais il ne sera pas, à mon sens, pérenne. Je pense aussi que l'agroalimentaire peut être un moyen aussi d'utiliser les matières premières qui pourraient être créées en Corse, celles d'aujourd'hui et celles qui arriveront demain avec tous les changements climatiques, etc., qu'on peut avoir. Donc voilà. Peut-être apprenons à mieux échanger, pas s'opposer, parce que je ne crois pas que ce soit ni le lieu. C'est pas là où on réussira aussi à créer le modèle économique de demain. Hein. Voilà. C'était plus, excusez-moi, pas forcément une question, mais plus un commentaire. Et essayons d'être constructifs. Je pense que ce sera intéressant pour nous, mais surtout pour nos enfants, quoi. Et que les villages soient occupés, et c'est important. Merci pour ce témoignage en forme de conclusion et de transition vers les sujets qui vont nous intéresser cet après-midi. La chaire reprend à 13h30 autour de la transition écologique et numérique et se poursuit avec l'innovation et la coopération à 15h30. J'espère vous y retrouver toutes et tous. En attendant, je vous souhaite un excellent appétit. Merci beaucoup pour vos contributions.